Desjardins, Quayaton et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 21. Lire le futurisme autochtone de Wapké avec Doris Heibel. Professeure de littérature française et québécoise au département des langues et littératures romanes de l'Université d'Innsbruck en Autriche, Doris Heibel s'intéresse dans ses recherches actuelles au rapport entre histoire et fiction, aux cultures mémorielles et aux questions de filiation. Bonjour, je m'appelle Doris Heibel, je suis une femme blanche et j'ai grandi dans un petit village dans les Alpes tyroliennes au cœur de l'Europe. Il y a 35 ans, une rencontre fortuite m'a amenée à m'intéresser au Canada francophone et plus particulièrement au Québec. Je voudrais aujourd'hui partager quelques réflexions et impressions de lecture sur un phénomène, voire un mouvement qui est né de la Renaissance autochtone anglophone de la côte ouest, à savoir les Indigenous Futurisms, les futurismes autochtones. Jusqu'à ce jour, ceux-ci, les futurismes autochtones, restent sans doute un phénomène marginal au Québec, et les quelques exemples, dont le projet numérique Time Traveler de l'artiste Scavenati, l'exposition intermédiale Le Leg réalisée par Kwayatonk, les romans Aquarium et La vallée de l'étrange de Chidi Curtness, ainsi que le recueil de nouvelles Wapké, dirigé par Michel Jean, me semblent confirmer la règle. Avant de présenter ce dernier recueil, et plus en détail quelques thématiques qui y sont abordées, je voudrais revenir sur le concept des futurismes autochtones et en exposer en grandes lignes les préoccupations esthétiques, éthiques et politiques. Selon Joël Papillon, dès les années 1990, d'abord au Canada anglophone et puis également au Québec, les auteurs et artistes de la Renaissance autochtone ont choisi les stratégies esthétiques les plus diverses pour articuler leur réalité vécue, leur souffrance endurée, en même temps que leur résistance sans cesse renouvelée à l'appropriation territoriale et à l'assimilation culturelle. Ils ont creusé, porté à la lumière, corrigé et dénoncé le silence, l'oubli, les violences coloniales du passé et du présent. À ce geste s'est ajoutée, depuis le début du millénaire, une perspective, une approche innovatrice que l'auteure et chercheuse américaine Grace Dillion, en 2012, a qualifiée d'Indigenous Futurisms dans l'introduction de Walking the Clouds, an anthology of Indigenous science fiction. La notion d'Indigenous Futurisms ou de futurismes autochtones se référait à l'origine, en premier lieu, à des textes de science-fiction, de fiction spéculative ou d'anticipation. La notion, tout comme les thématiques développées, était directement inspirée de l'afrofuturisme, un terme lancé par l'Américain Mark Derry dans une suite d'entretiens menés avec l'auteur de science-fiction Samuel R. Delany, le musicien, producteur et essayiste Greg Tate et la sociologue Tricia Rose. Les interviews ont été publiées en 1994 dans le recueil Flame Wars, The Discourse of Cyberculture, sous le titre de Black to the Future. La notion d'afrofuturisme se proposait alors de désigner le travail d'artistes, de musiciens et d'écrivains afro-américains dont le but était de se réapproprier, de réinventer et de réinterpréter le passé, le présent et le futur, d'imaginer notamment un avenir émancipateur et de relier leur créativité, leur inventivité et leur activisme aux possibilités des nouvelles technologies. C'est précisément sur ces aspects-là qu'allaient s'appuyer les futurismes autochtones, tout en développant leur philosophie propre et des esthétiques très diversifiées.
et en dépassant souvent la science-fiction classique au profit d'un mélange de différents genres. Les futurismes autochtones ont généralement en commun de mettre en avant que les peuples autochtones ont déjà survécu à une apocalypse, à savoir celle du colonialisme et de ses conséquences destructrices. De ce fait, ils perçoivent les autochtones comme des survivants par excellence dans un présent dystopique. Ce présent dystopique est le résultat des nombreuses pratiques coloniales et occidentales dans le passé et dans le présent. Sont abordés à cet égard le racisme, les diverses stratégies d'assimilation culturelle, les pensionnats pour enfants indiens, le déplacement forcé, la disparition continue des langues autochtones, l'exploitation, la pollution, l'extraction, la déforestation, la construction de barrages, le réchauffement climatique, et ainsi de suite. Forts de leurs expériences de survivants, et c'est là précisément ce que désirent raconter la plupart des textes d'anticipation en question, les autochtones se projettent d'un présent dystopique vers des futurs autochtones positifs et pleins d'espoir, vers des futurs relationnels où toutes les choses, humaines et non humaines, sont liées. En réponse aux contextes environnementaux, sociaux et politiques actuels, les futurismes autochtones proposent donc des narratifs à travers lesquels les auteurs, par la voie notamment de la fiction d'anticipation, remettent en question l'hégémonie politique, économique et culturelle du colonialisme et du néocolonialisme et imaginent des avenirs dans la continuation d'un cheminement spirituel et culturel qui n'a pas été brisé par le génocide culturel et la destruction environnementale. Les socialités imaginées et racontées s'inspirent clairement d'une éthique de la relationnalité et de la relation au sens de narration et aussi dans une dimension transgénérationnelle qui reconfigure les liens entre le passé, le présent et l'avenir dans une vision de temporalité circulaire où tout est compris et rien n'est jamais perdu. Une des motivations clés des futurismes autochtones est d'imaginer des avenirs pour les peuples autochtones, des avenirs qui sont inspirés de leurs propres histoires et de leur propre ontologie. Dans son article Coming to You from the Indigenous Future, Native Women Speculative Film Shorts and the Art of the Possible, publié en 2017, Danica Medak-Salzman souligne que la présence autochtone en Amérique du Nord, de par la conception même du colonialisme, est always already, comme elle se plaît de dire, en voie de disparition, rendant impossible tout avenir pour les peuples autochtones. Ainsi, dit-elle, s'insérer dans les récits du futur en tant que sujet, auteur et participant dans une futurité est un acte particulièrement puissant. Chelsea Vowell, l'auteur métis de Buffalo is the New Buffalo, va dans le même sens lorsqu'elle écrit dans la préface de son recueil de nouvelles que imaginer des futurs potentiels ou des mondes alternatifs dans le passé, le présent ou le futur n'est pas simplement un exercice d'imagination. À l'instar de Scott Lyons, qu'elle cite dans sa préface, elle considère le fait d'imaginer des futurs potentiels ou des mondes alternatifs comme un acte de souveraineté rhétorique, c'est-à-dire, je cite, comme le droit et la capacité inhérents des peuples à déterminer leurs propres besoins et désirs communicatifs dans cette quête. Fin de citation.
Les auteurs et auteurs des 14 nouvelles réunies dans Wapke, le titre signifiant demain en langue atikamekw, me semblent tous et toutes non seulement revendiquer, mais aussi pratiquer cette souveraineté rhétorique. De conception très variée, les nouvelles en témoignent à la fois au niveau de l'écriture et à travers la spécificité de chaque plume d'aborder le genre de l'anticipation. Elle s'articule aussi dans les histoires racontées qui, tout en mettant en avant des protagonistes individuels, reflètent, à partir de chaque personnage agissant à l'avant de la scène, une collectivité autochtone, sa mémoire collective, ses traumatismes et préoccupations actuelles et l'anticipation de son avenir, de sa renaissance. Cette dernière est peut-être le plus spectaculairement mise en scène dans la nouvelle Pacan, autrement de Cindy Wilde. Partant des séquelles de la pandémie, en particulier pour la population autochtone, Cindy Wilde raconte, à travers 3 générations de femmes entre 2022 et 2063, les perversions d'un système absolutiste et colonial nouvellement mis en place, qui invente, en s'inspirant du passé, de nouvelles stratégies pour faire avancer le projet d'assimilation de la population autochtone. Ainsi, dès 2022, est insérée dans chaque bébé autochtone une puce provoquant, je cite, une grossesse programmée et assurée dans les 18 à 25 ans après son installation. De père inconnu, les enfants n'ont plus le droit d'être inscrits au registre des Indiens. Le gouvernement se libère de toute obligation à leur égard, notamment économique. Fin de citation. Se souvenant de l'exploitation historique de la terre de ses ancêtres, une exploitation poussée à l'extrême par l'appropriation et l'aliénation du corps des femmes autochtones, qui vient d'être évoquée, le personnage, la protagoniste de Maïka, qui représente la génération des petits-enfants, se met dans une colère telle qu'elle est littéralement propulsée en dehors de sa réalité dystopique pour se retrouver au commencement d'un nouveau cycle cosmique. Je cite: L'île de la tortue renaîtra, et Maïka deviendra la grand-mère de tous les êtres humains sur cette nouvelle terre. Fin de citation. Et le créateur de dire, je cite à nouveau, j'ai laissé l'humain aller. La destruction ne s'arrêtera jamais, et le doux de la première tortue était incapable de supporter davantage les douleurs qu'on lui infligeait. Mieux valait la récréer Pacan, autrement. Fin de citation. Cindy Wilde relie dans sa nouvelle plusieurs fils d'une même histoire. Elle rappelle des faits historiques liés au colonialisme, fait référence à des injustices actuelles et critique en particulier le système de santé ainsi que le paragraphe C2 de la loi sur les Indiens qui règle le droit à l'inscription au registre des Indiens. Inspirée de la pandémie de Covid, elle reprend notamment l'une des nombreuses théories du complot selon laquelle les vaccins contiendraient une puce implantée dans le corps des personnes vaccinées et la réécrit pour alimenter sa fiction. Sa vision de l'avenir est à la fois radicalement pessimiste et pleine d'espoir. Pessimiste, elle est quand elle abdique un monde dystopique sans perspective d'amélioration. Optimiste, elle est dans la mesure où elle imagine la naissance d'un nouveau monde à partir du récit de création autochtone, dans lequel Maïka, enceinte, incarne la promesse d'un avenir meilleur. La nouvelle Le quatrième monde d'Isabelle Picard entre dans un dialogue sans doute fortuit avec celui de Cindy Wilde, dans la mesure où elle dresse le portrait d'un État totalitaire qui, après des inondations menaçantes, la destruction de l'environnement et un blackout total d'Internet, supprime toute individualité culturelle au profit d'une neutralité. Sans réussir pour autant à étouffer la résistance d'une cellule qui opère dans la clandestinité
et sous le signe de l'étoile bleue. Tout comme Cindy Wilde, Isabelle Picard s'inspire d'une légende autochtone pour aborder le thème de la Renaissance. Elsie, la protagoniste d'Isabelle Picard, raconte à son interlocutrice une légende Hopi. Je cite: C'est une vieille histoire. Le peuple Hopi croit que le monde aurait déjà été fait et détruit 3 fois. Selon ces gens, la fin du monde actuel, le quatrième monde, sera annoncée quand une étoile bleue apparaîtra. Il y a 2 façons de comprendre cette légende. Soit notre monde va être détruit, soit il renaîtra autrement. Fin de citation. Je pense qu'on peut dire que le futurisme autochtone de Wapke se caractérise, entre autres bien entendu, par l'anticipation d'une renaissance autochtone sous la forme d'un retour au savoir des ancêtres et à leur mode de vie, qui parfois, mais pas toujours, tire aussi parti des technologies modernes, avec l'exigence bien sûr de respecter et de protéger toute chose vivante. Cependant, le rapport aux technologies modernes reste ambivalent. Dans la nouvelle Kanatape Ishkweu de Natasha Canapé-Fontaine, par exemple, les connaissances et traditions autochtones sont associées aux nouvelles technologies dans un Kanatabe luttant pour la survie face au changement climatique. Dans un monologue intérieur, la protagoniste Kani 89-245 nous révèle la nouvelle idéologie du Kanatabe où les autochtones représentent 25% de la population. Je cite: La terre-mère est toute puissante. Mon peuple, les Inuits, croit qu'elle nous a donné la technologie pour nous aider, pour l'aider elle-même également. Tout cela par amour, mais jamais, au grand jamais, nous ne devrions l'utiliser pour tenter de la dominer et de contrôler ses actions. Fin de citation. Toutefois, le monde artificiel dans lequel vit Kani 89-245 est rapidement confronté à un monde vrai et authentique, pourrait-on dire, lorsqu'elle se réveille sur un lit de branches de sapin dans une habitation à l'ancienne et savoure le toucher et le parfum des matériaux naturels. Ceux-ci éveillent aussitôt des souvenirs d'un temps révolu, oublié ou presque. En effet, Natacha Canapé-Fontaine met en scène 2 mondes parallèles, dont celui d'un clan reclus dans les terres de Nitassinan, qui n'est accessible qu'à ceux qui, disposant d'un savoir très ancien, sont capables de passer d'un monde à un autre, de traverser une membrane. Kani 89-245 dispose de ce savoir grâce à un livre physique qu'elle avait trouvé dans le fond d'une bibliothèque nationale où étaient rassemblées essentiellement des œuvres numériques. Le message clé à la fin de la nouvelle est sans équivoque. Le monde ancien est sans cesse mis en danger par ceux qui viennent de l'extérieur. Il est constamment menacé d'être englouti par le nouveau monde artificiel, peu importe le statut et la situation démographique des autochtones dans ce monde artificiel né de l'autodestruction. Le récit du retour au savoir et au mode de vie des ancêtres dans un futur s'inscrit systématiquement dans le contexte de crise sociétale et écologique, et c'est précisément pour cette raison qu'il fait également fonction de miroir des réalités actuelles. Parfois, les catastrophes dont il est question dans les nouvelles de Wapke sont récentes et les personnages qui reviennent aux modes de vie ancestraux suivent un chemin semé d'embûches et empreint de nostalgie pour ceux qui viennent d'être perdus, comme c'est vrai pour le jeune protagoniste de la nouvelle 10 jours sur écorce de boulot de Marie-André Gill. D'autres fois, les survivants sont pris de frissons
lorsqu'il pense au continent, au pays qui n'existait plus peut-être, comme dans Les Enfants Lumière de Virginia Pessimapé au bord de l'eau. Parfois, les catastrophes remontent à si loin qu'elles sont devenues des légendes, comme dans Les Grands Arbres de Michel Jean. Ces exemples ne représentent cependant qu'une sélection parmi les différents scénarios d'anticipation imaginés par les auteurs et auteurs ayant contribué à WAPK, à savoir Katia Bacon, Joséphine Bacon, Elisapi Isaac, Alissa Jérôme, Judy Curtness, Janice Ottawa, Louis-Carl Bicard-Sioui et Jean Sioui. En guise de conclusion, il m'importe ici de mentionner Daniel Heath Justice, qui, parallèlement à la notion de futurisme autochtone, introduit un concept autrement judicieux et inspirant pour désigner les œuvres d'anticipation autochtone. C'est par la notion d'Indigenous Wonderworks qu'il désire relever l'émerveillement et l'admiration que les œuvres d'anticipation autochtone peuvent susciter chez les lecteurs et les lectrices. L'émerveillement, nous dit-il, n'est pas une expérience abstraite mais relationnelle. Il offre d'autres possibilités que le schéma habituel. Il nous donne des possibilités. Indigenous Wonderworks, comme nous en découvrons dans WAPK, et qui, comme l'exige Daniel Justice, allie le réalisme et l'imagination, peuvent donc avoir une portée émancipatrice et relationnelle non négligeable. Sur ce, je donne le mot de fin à Daniel Justice, qui écrit dans son essai Indigenous Wonderworks and the Settler Colonial Imaginary. Wonderworks nous rappelle qu'il existe d'autres façons de voir et de vivre le monde, d'autres façons d'interagir les uns avec les autres et avec nos relations non humaines. Ils insistent sur la différence, non pas comme une déficience, mais comme une distinction. Ils sont enracinés dans la terre, non pas dans des paysages abstraits, mais dans des lieux spécifiques, avec une histoire, des voix, des souvenirs. Ils transmettent le passé. Ils nous offrent un avenir, même s'il n'est qu'imaginaire. Fin de citation. Je vous remercie. Cet épisode de balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec Maurice Lemire. La 6e saison des balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui de Desjardins, du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 14e Salon du livre des Premières Nations, une présentation d'Hydro-Québec. Recherche et narration, Doris Eibel. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination scientifique, Maxime Poirier-Lemelin et Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.